Congo, décédé un certain 16 janvier 2021. On va vous aider au cours de cette émission, évidemment, vous retracer ce qui a été le parcours de ces vaillants combattants qui a évidemment donné sa vie pour cette nation, la République démocratique du Congo. Je rappelle, la RDC commémore ce jeudi 16 janvier 2025 le 24e anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, après Joseph Kasavubu et Mobutu Sese Seko. Il a été assassiné, je vous rappelle, le 16 janvier 2001. Alors, nos invités vont défiler évidemment sur ce plateau qui vont aussi essayer de nous aider à comprendre ce qui a été la vie de Mosé Laurent Désiré Kabila. Ils vont nous donner leur décryptage, mais surtout, on va réfléchir sur l'héritage politique et qu'il a légué avec son fameux slogan « Ne jamais trahir le Congo ». On en parlera. Mais déjà, pour commencer, on va débriefer cette commémoration avec notre coordinateur Apollinaire Kassonga qui sera avec nous sur ce plateau dans quelques instants. Merci à toute l'équipe qui nous aide à réaliser ce plateau spécial et surtout qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. On va d'abord commencer par ces portraits qui nous retracent évidemment l'histoire, les parcours de Laurent Désiré Kabila, et on va se retrouver juste après pour la suite de ces plateaux spéciaux. Restez avec nous. En 1941 à Jadoville, l'actuel Likasi, district du Haut-Katanga, Laurent Désiré Kabila est originaire de l'ethnie Luba de par son père et Lunda de par sa mère. Il a accompli ses études secondaires à l'Institut Saint-Boniface, actuel Kitumaini, à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, et ses études universitaires à l'étranger. Ses premières luttes remontent au début des années 60, durant la crise congolaise qui a accompagné et suivi l'accès à l'indépendance du Congo belge. D'août 1960 à janvier 1961, il lutte contre la gendarmerie katangaise dans les rangs de la jeunesse du parti Balubakat, Jebakat. Janson Sendoué, chef de la Balubakat, les partis qui regroupent les membres de leur ethnie commune, celle des Luba du Katanga, remarque ses talents d'orateur et les nomme colonel des jeunesses, en fait des milices Balubakat. Il rejoint ensuite les gouvernements provinciaux du Nord Katanga à Manono et devient président de la Jebakat. De 1961 à 1962, il étudie pendant un an à l'université de Belgrade en Yougoslavie. À partir de février 62, il devient le chef de cabinet à l'information au sein du gouvernement du Nord Katanga, puis chef de cabinet aux travaux publics en octobre 1962. Fin novembre de la même année, il est élu conseiller suppléant à l'Assemblée provinciale. C'est une année plus tard, en novembre 63, qu'il se rend à Brazzaville où séjournent des leaders lumumbistes qui créent le Comité national de libération CNL, dirigé par Christophe Beignet. Nommé secrétaire général aux affaires sociales, à la jeunesse et au sport du CNL, il est envoyé à Bujumbura au Burundi, en même temps que Gaston Soumialo, en janvier 1964, avec la mission de préparer le soulèvement des populations de la plaine de la Ruzizi et du Nord Katanga contre le gouvernement de Léopoldville aux mains des impérialistes. En mai 1964, il participe à la première insurrection d'Albertville avec l'armée populaire de libération APL. Le 21 juillet, il est nommé vice-président chargé des relations et du commerce extérieur dans les gouvernements provisoires du CNL, section Est, toujours à Albertville. Il est nommé secrétaire d'État aux affaires étrangères du CNL et ministre plénipotentiaire en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Le 21 avril 1965, il est nommé deuxième vice-président du Conseil suprême de la Révolution. En mai 1965, il se rend en Tanzanie pour diriger depuis Kigoma la zone opérationnelle du Kivu et du Katanga. Après la défaite de la rébellion du Congo, il s'est réfugié au Kenya et s'installe ensuite en Ouganda où il rejoint dans les années 80 les maquis de Yoweri Kaguta Museveni, actuel président d'Ouganda. Entre-temps, Mzee Laurent Désiré Kabila va fonder le 24 décembre 1967, en exil à Nairobi, sa propre formation. Les partis de la Révolution populaire, PRP, doté de sa branche militaire, les Forces armées populaires, FAP. Ayant à nouveau établi ses bases dans la région de Fizi, il entreprend une reprise en main idéologique, enseignant les 7 erreurs de la révolution Simba. Manque d'éducation politique, trop grande dépendance envers l'étranger, négligence du rôle des paysans, tribalisme, manque de discipline, manque de coopération entre les combattants et les peuples,
absence d'un parti révolutionnaire. Sur le plan militaire, sa stratégie est celle d'une guerre populaire prolongée à la chinoise, enracinée en milieu rural. Une méthode propre à séduire l'un des parrains de Kabila, lui aussi admirateur de Mao, le président tanzanien Julius Nyerere, alors figure importante des pays non alignés. Il se tient à l'écart lors de 2 invasions des ex-gendarmes katangais au Shaba en 1977 et en 1978. Mais en novembre 1984, les PRP refait surface quand ces commandos venus de Tanzanie investissent pendant 3 jours la ville de Moba au nord Shaba sur le lac Tanganyika avant de se replier. Début octobre 1996, il prend la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, Zaïre, AFDEL, avec pour objectif le renversement de la dictature du maréchal Mobutu. Après 7 mois de conquête, les troupes de l'AFDEL font une entrée triomphale dans la ville de Kinshasa, désertée par tous les clans Mobutu et par ses principaux généraux. Laurent Désiré Kabila a gagné son pari, prendre la capitale du Zaïre avant juin 1997, sans bain de sang, et de facto, il prend le pouvoir en devenant le 3e président du pays. Le Zaïre s'appelle désormais la République démocratique du Congo. Le compagnon de Mouzé qui avait fait la lutte avec lui parle et se rappelle de qui était Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voici les palais de la République. C'est là que Mouzé Laurent Désiré Kabila a tenu ses premières consultations politiques. Ce palais est devenu désormais un symbole et une source d'inspiration pour les générations futures en mémoire du héros national Mouzé Laurent Désiré Kabila. Abdoulaye Yero Diandombassi, compagnon de Mouzé Laurent Désiré Kabila, retrace ici la vie de ces soldats du peuple. Kabila est un patriote africain, un patriote congolais. Rien ne pouvait passer devant son patriotisme. Et tout ce qu'il avait comme réaction, comme explication, tournait autour de cette vertu, la vertu du patriotisme. C'est le patriote, le premier patriote qui a su ressusciter et revigorer les exemples anciens, les plus anciens que nous ayons dans notre peuple comme exemple. Il parlait toujours de Kimbangu. Allez, merci de nous rejoindre. On poursuit ce plateau spécial consacré à la on va dire au 24e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Les hommages sont à suivre dans quelques instants au cours de cette émission. Nos invités vont défiler sur ce plateau avec lesquels on va essayer de réfléchir sur l'héritage politique légué par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'on est toujours à la poursuite de cet héritage avec son fameux slogan « Ne jamais trahir les Congos ». Est-ce que là on respecte évidemment ce que nous disait Laurent Désiré Kabila? Et donc c'est comme je l'ai dit, nos invités seront avec nous, en tout cas de la partie, pour essayer d'en parler. Mais je vous rappelle, c'est 16 janvier, la RDC commémore en tout cas l'assassinat, et ça fait 24 ans après qu'on se souvient encore de ces vaillants soldats qui a donné sa vie évidemment pour la nation congolaise. Qu'est-ce qu'on retient de son histoire avec le Congo? On en parlera évidemment au cours de cette émission. Puisqu'on poursuit les hommages, tout à l'heure on vous a retracé les portraits et c'est qui les grands qui ont marqué évidemment sa vie. On va encore vous poser un autre élément. Là, on fait un retour évidemment sur les obsèques de Mouzé Laurent Désiré Kabila, parce qu'il faut rappeler, je vois encore ce 16 janvier 2001, les administrations, les écoles, les universités fermaient la circulation, paralysé après cette nouvelle de la disparition de Laurent Désiré Kabila. Alors on m'a fait savoir, on va commencer d'abord par les témoignages vis-à-vis voilà, de ces héros nationaux, et je le disais tantôt, qui a donné sa vie. On va suivre les témoignages, on va se retrouver juste après pour poursuivre ce plateau spécial consacré au 24e anniversaire de Laurent Désiré Kabila. Restez avec nous.
N'avancez pas, s'il vous plaît. Yohana patangisa makila, oya mwana nombe ya lekinayo, oya baparape ba aminayo, na etere oyo ya bapaya esa kutu ya yote
1997 à partir de Lubumbashi où il s'est trouvé, il rendu public un message solennel intitulé « Déclaration de prise de pouvoir ». Étant donné le vide laissé au sommet de l'État par la fuite du président Mobutu et la déroute de son armée, le Grand Conseil de l'Afrique Yo, I know that
cœur de thé dans la technologie. J'ai dit au début de ce programme, la RDC commémore ce jeudi 16 janvier 2025, le 24e anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, le 3e après Joseph Kasavubu et Mobutu Sese Seko, tombé un certain 16 janvier 2021. On poursuit ce plateau, je l'ai dit. Nos invités vont défiler, circuler sur ce plateau pour nous aider à comprendre. Surtout, nous allons méditer longuement sur l'héritage politique légué par M. Laurent Désiré Kabila avec son slogan, son fameux slogan « Ne jamais trahir les Congo » où nous en sommes 24 ans après sa mort. Alors, pour vous présenter ce plateau, je reçois un confrère, un ami surtout, Kennedy Benda. Comment allez-vous? Oui, je veux bien, merci Léon Ngolo. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau spécial consacré. Avant de vous laisser la charge de présenter nos invités, mais qu'est-ce que ça signifie symboliquement cette date du 16 janvier? Se rappelant de ces jours, le 17 mai 1997, où la population congolaise, de manière générale, était en liesse pour accepter l'entrée de l'AFDEL en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale congolaise. Donc nous étions tous en liesse ces jours-là pour chanter, crier, libération, libération. Oui, à la dictature de Mobutu. Donc nous étions tous contents de recevoir quelqu'un qui vient, comme on le dit souvent, qui vient de la brousse, de la forêt, qui est venu nous enlever la dictature de Mobutu pendant plus de 30 ans. Donc nous étions fiers, mais après quelques temps, seulement 3 ans après, la population congolaise a pleuré, a encore regretté, et la population s'est posé encore des questions. Est-ce que nous pouvons un jour retrouver ou encore avoir quelqu'un de spécial comme lui pour faire cesser ce qu'il a, et il a fait pendant quelques années pour nous enlever dans cette dictature. C'est vrai que son histoire avec la RDC en tête de ce pays était courte. Vous l'avez quand même. Elle est courte, 3 ans seulement. On va réfléchir évidemment sur les héritages politiques, évidemment. C'est peut-être assez nouveau, on va se dire, bon, l'homme est parti, mais il y a encore ces empreintes qui restent, qui demeurent dans nos mémoires. Mais ma question est de savoir, depuis ce jour-là, qu'est-ce que cette date du 16 janvier représente personnellement pour vous? Personnellement, pour moi, cette date, c'est une date qui me rappelle une douleur énorme dans mon cœur pour avoir perdu quelqu'un de très spécial et qui, pour nous avons pensé que son entrée pourrait tout changer, mais après un certain moment, nous avons encore regretté. Donc c'est une date qui nous fait penser, qui nous fait réfléchir beaucoup de choses à la fois. Des bonnes choses, aussi des mauvaises, parce que c'était ma toute première fois de voir quelqu'un tuer son semblable. Voilà. Si, pendant son entrée, c'est après aussi que ce monsieur soit assassiné que nous avons encore vécu le pur. Très bien. Et à mon avis, c'est une date qui nous a fait pleurer, mais qui doit ne plus nous faire pleurer, justement parce que nous devons continuer, pérenniser cet héritage de Laurent Désiré Kabila. Alors, je rappelle, sur ce plateau, on n'est pas seul. Il y aura une deuxième partie de l'émission avec Fifi Kalumbwe et Apollinaire Kassoga qui vont certainement nous aider à débriefer cette date. Mais déjà, nous avons nos premiers invités sur ce plateau. Je vous laisse nous les présenter. Nous recevons sur ce plateau spécial Maître Marshal Ngolo Waki, donc l'assistant à l'université de Kinshasa. C'est là où nous venons, la colline inspirée. Donc, nous sommes avec lui sur ces plateaux. Après lui, nous avons aussi Maître Franklin Milambo, qui est aussi l'un des assistants à l'université de Kinshasa. Donc, c'est avec eux que nous allons partager ces plateaux spéciaux. Chers messieurs, on vous reçoit. Soyez les bienvenus sur le plateau de la télévision. Merci beaucoup, Francis, c'est notre première fois. Et notre impression est très bonne. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Nous serons toujours vos invités chaque fois que vous aurez besoin de nous. En tout cas, merci aussi. Et puisqu'on est sur les impressions, ça vous fait, quel sentiment vous anime d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui? D'ailleurs, merci pour l'invitation. Et merci pour ces beaux cadres que vous nous offrez. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois et ça ne sera pas une dernière fois. Je pense que cette journée aujourd'hui qu'on est en train de fêter au fait la libération du pays nous apporte. Nous fêtons la libération du pays et c'est un moment aussi de tristesse parce que quelqu'un de très spécial nous a quittés.
Exactement, donc on combine les deux à la fois, mais moi je préfère beaucoup plus qu'on puisse baigner dans la marmite de la joie, parce que je pense qu'il a donné sa vie pour qu'aujourd'hui on se retrouve dans toute cette liberté ici. Alors paix à son âme, mais je pense que nos ancêtres lui sont redevables. Je m'inscris beaucoup à votre sens parce que maintenant on doit arrêter de pleurer, mais surtout fêter aussi cette libération puisque ça reste dans l'histoire de Laurent Désiré Kabila. Monsieur l'assistant à ma gauche, Marshall. Merci beaucoup. D'abord on reste sur la date. C'est vrai qu'on va penser à la libération qui est venue un peu plus tôt. Aujourd'hui, certains 16 janvier 2001 ont regretté la disparition brutale, un peu inopinée de Laurent Désiré Kabila. Depuis lors, qu'est-ce que cette date représente pour vous? Merci beaucoup pour la question. Cette date, elle est en même temps douloureuse, en même temps une très bonne date comme mon ami Franklin Milambo l'a dit. Douloureuse pourquoi? Parce que l'être cher nous a quittés alors qu'on avait encore besoin de lui. Mouzé Laurent Désiré Kabila était un soldat du peuple comme on l'appelle. Ce monsieur avait bravé la paire. Vous savez, Mobutu n'était pas n'importe qui. Et si l'on veut remonter à l'histoire la plus ancienne, vous verrez que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait d'abord croisé une personne qui avait commencé la rébellion, qui est Sangando. Et lui, il vient au milieu, il s'impose et il fait ce qu'il a fait. Mais la lutte de tous les deux, c'est-à-dire que Sangando qui est parti aussitôt, et Mouzé était de libérer les Congolais, les peuples congolais. Parce que le peuple congolais n'en avait pas marre de Mobutu parce que Mobutu gérait mal, non parce que Mobutu voulait à tout prix patrimonialiser le pouvoir. Vous savez, l'État n'est pas un bien privé d'une personne. L'État est une personne morale et cette personne a besoin de tout le monde. Et donc, la personne doit respecter les textes pour que d'autres personnes aient la chance de diriger. Parce que la personne ne doit pas se prendre pour une personne qui peut tout et à tout moment. Voilà pourquoi on avait marre de Mobutu, même si à l'époque je n'étais pas encore vivant, nos grands-pères nous en parlent. Et donc ils en avaient marre de Mobutu, de sa dictature. Mais vous avez cité nommément Mobutu, c'est vrai que son règne était absolument impactant sur les Zaïre à l'époque. Mais est-ce qu'on ne va pas dire dans ces dernières années Kabila n'a pas fait face à un Mobutu qui était déjà fragilisé? Oui, c'est ça. Je peux dire oui et non. Et je peux argumenter dans tous les deux sens. Vous savez, quand le chef de l'État est fragilisé, c'est son physique, mais son système fonctionnait. Vous savez, quand on parle des institutions, ce n'est pas l'individu. Le président de la République peut être malade, cela ne voudrait pas dire que les institutions étaient fragilisées. Je m'inscrirai en faux. Parce qu'il y a un système, il y a un gouvernement, il y a l'armée qui fonctionne. Ce n'est pas l'armée qui est malade, c'est le chef de l'État. Et donc, on peut tout dire, de la fragilisation, de tout ce qu'on peut, mais je pense que Mouzé est intervenu au bon moment. Ce n'est pas question de Mobutu. Pensez-vous que Mobutu de 1971 et 72 pouvait laisser facilement entrer la FDL? C'était la fin de Mobutu. Et ça devrait se passer comme ça. Moi, écoutez, l'armée de Mobutu, vous allez me dire que l'armée de Mobutu, pendant qu'il était fragilisé, était changée? Vous allez me dire que la police ne fonctionnait pas? Mais il y a quelque chose qui a joué forcément sur le système Mobutu. Quand il a accepté le multipartisme, c'était peut-être le début de sa fragilisation. Non, je ne pense pas. Mais aujourd'hui, nous avons le multipartisme. Nous en avons d'ailleurs assez. On a beaucoup de partis politiques. Mais pourquoi le chef de l'État résiste? Pourquoi il n'y a pas de rébellion? Pourquoi il n'y a pas de coup d'État depuis ce temps-là? Donc ça ne justifie pas en fait. Moi, je pense que le même Mobutu jusqu'à la fin, écoutez, une minute avant la mort est une vie. Et je pense qu'on peut toujours donner des ordres. Juste que c'était l'affaire de Mobutu. Et nous devons toujours remercier Mouzé. Parce qu'aujourd'hui, si nous disons que Mouzé est intervenu après que Mobutu soit fragilisé, ça sera une manière de réduire son combat. C'est pour dire que c'est un profiteur, un lâche. Quand Mobutu avait encore toute l'énergie, il avait été là en train de faire autre chose. Mais quand Mobutu est fragilisé, il vient. En d'autres termes, son combat n'aura pas un sens. Et si nous voulons donner un sens au combat de Mouzé, acceptons que Mobutu était encore chef de l'État et il pouvait donner les ordres. Et l'armée était là. La police était là. Et donc... À l'époque, il y avait Mandela au milieu, Mobutu d'un côté, Mouzé de l'autre. Mais le monsieur n'arrivait plus. Absolument. Même parler, c'est les
c'est un problème, il fallait qu'on le tienne par la main. Vous êtes un petit peu dans le principe, il ne voulait pas chercher Mobutu, c'est ce qu'on nous disait à l'époque. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, moi je suis de ceux qui pensent que Mouzé est intervenu au bon moment. Je suis de ceux qui pensent que Mouzé a mené un grand combat parce que c'était pas facile. Ça, c'était pas facile. Aujourd'hui, tout ce que nous savons après Mouzé n'a pas duré. Vous savez pourquoi Mouzé n'a pas duré? Nous connaissons l'histoire. Il a parlé que je vais un peu me résumer. Il sait que l'histoire de Mouzé est une histoire très longue. Mais nous devons nous résumer, même si lui-même n'a pas duré au pouvoir. Mais son histoire a commencé avec la rébellion, les soutiens. Vous savez, Mouzé a été tué. Et nous connaissons tous que les impérialistes, les occidentaux, nous pouvons les dire dans toutes les qualifications, n'aimaient jamais des présidents comme Mouzé. Là, je peux vous dire et vous assurer que le président qui dure longtemps au pouvoir en Afrique sont les présidents qui sont soutenus par les occidentaux. Et là, vous verrez qu'ils travaillent au détriment de leur peuple. Mais les présidents qu'ils précipitent tôt à la mort sont les présidents qui travaillent réellement pour l'intérêt du peuple. Vous voyez? Donc je n'ai jamais minimisé, je n'aime jamais qu'on minimise le combat de Mobutu, de Mouzé, parce que, d'abord, les Occidentaux n'étaient pas fiers. Le fait que là, vous savez jusqu'aujourd'hui, pour un peu, pour me résumer, vous savez que Mobutu, Mouzé, il vient, il impose son système, un patriote, un système qui misait plus dans les intérêts ou pour les intérêts des Congolais et qui misait plus les efforts internes. Mouzé n'a pas voulu, il se disait, mais nous avons tout, pourquoi nous devons toujours développer? Nous avons tout, pourquoi nous devons toujours voir ailleurs? Est-ce que l'on ne peut pas maximiser les recettes chez nous? Est-ce que l'on ne peut pas se focaliser sur nos ressources afin de développer notre pays? Et là, le blanc n'aimait pas. Le blanc voulait à tout prix la personne qui tend la main, qui veut toujours de l'aide, qui veut demander des emprunts. Mais Mouzé voulait à tout prix se concentrer en interne. D'où il a eu des problèmes avec les Occidentaux. Ils n'ont pas voulu. Pour pas bref, aujourd'hui, qui a tué Mouzé? C'est une question qui reste toujours pendante. Qui a d'abord version? Parce que la personne qui devrait à tout prix subir cette peine était Idi Kapen. Mais Idi Kapen a été lavé. Idi Kapen aujourd'hui joue un mot libre. Maintenant, qui a tué? On parle de Rachidi. À l'époque, vous savez que Rachidi, même qu'on parle d'autres auteurs qui ont écrit, doute de ça. Parce qu'un bon soldat ne peut pas tuer celui qui a tué le président. Vous comprenez? Parce que comment nous saurons la vérité? Aujourd'hui, nous n'avons pas la vérité. On va vous revenir, on a tous les temps. Peut-être qu'il faut aussi accorder la parole à Maître Franklin. Maître Franklin. Juste peut-être avant de céder, en fait, vous allez prendre la relève tout à l'heure, Kennedy. J'avais une question. Est-ce qu'il faut symboliser les parcours, l'histoire de Mouzé par la libération qu'il a un petit peu donné à ces pays? Merci pour la question. Aujourd'hui, on est en train de fêter, mais moi, ce qui m'éclaire aujourd'hui, c'est que vous allez voir depuis l'assassinat de Mouzé jusqu'à aujourd'hui, on n'en fait rien. L'héritage, on en parlera. C'est le fond du débat. Aujourd'hui, la lutte de Mouzé aujourd'hui, c'est une lutte qu'on devra aujourd'hui essayer de documenter à notre manière à nous. Quand je dis à notre manière, c'est que retracer l'histoire telle qu'elle a été. Parce que la plupart de nos histoires, aujourd'hui, de nos héros, à l'occurrence Mouzé, la plupart de leurs histoires, ce sont des comptages faits par des étrangers, par exemple. Et donc, lorsqu'on arrive à retracer le parcours, lorsqu'on arrive à retracer la lutte de héros dans ce sens-là, on ne peut que la faire selon ce que les étrangers veulent ou selon ce que les Occidentaux veulent. Parce qu'aujourd'hui, on va vous donner l'image d'un Mouzé qui aujourd'hui est venu en négociation et qui a trahi notre parti. Et là, on parlera d'ailleurs de ces fameux chasses de Rwandais de rentrer chez eux. Et c'est pourquoi je pense aujourd'hui que si on veut aujourd'hui enseigner cette histoire, retracer cette histoire, cette lutte de ce grand homme, il faudra refaire cette histoire à notre manière. Oui, mais quand vous essayez sur l'histoire, et je vous vois venir, vous voulez dire que nous devons dire la vérité. Mais moi, je pense que la vérité commence d'abord sur l'assassinat et l'assassinat à côté qui nous le disait tout à l'heure. Qui a tué Mouzé, par exemple? La question est jusqu'à ce jour. On n'a pas de réponse. Mouzé, qui a
tué Mouzé, cette question a commencé à avoir de difficultés, de quiproquos au niveau de la justice d'abord. Parce que c'est la justice qui était obligée de retracer réellement qui a été l'auteur de l'assassinat de Mouzé. Depuis longtemps, on nous a fait croire que c'était Edi Capel, mais maintenant il a été lavé. Aujourd'hui, si j'entre dans ma peau de juriste, il est difficile aujourd'hui de dire que c'est telle personne, parce qu'Edi Capel a été lavé de toute accusation. Donc juridiquement, Edi Capel n'a rien à voir plutôt avec l'assassinat de Mouzé. Alors qui a tué réellement Mouzé? Cette vérité, qui peut nous dire cette vérité? Et moi je vais essayer de donner une phrase qui va peut-être choquer, mais il faut qu'on puisse la parler dans ce sens-là. La vérité va se découvrir qu'après la disparition de toutes les personnes qui ont participé à ces sales coups de l'assassinat de Mouzé. Puisqu'ils gênent jusqu'aujourd'hui. Ceux qui ont participé à l'assassinat de Mouzé sont dans nos institutions. Ceux qui ont participé à l'assassinat de Mouzé sont en train de circuler avec nous. Mais qui peut réellement nous dire cette vérité? Il faudra peut-être attendre la mort de toutes ces personnes-là pour dire que non, alors, ok, c'était telle personne. Parce que ces mêmes personnes-là occupent de grandes institutions dans notre pays et c'est difficile aujourd'hui qu'on arrive à dénoncer ces gens-là, peut-être par peur. Et moi, je pense que si on veut aussi aider notre pays, nos dirigeants qui viennent, on doit essayer de retracer cette histoire parce qu'on ne peut pas développer un pays sans connaître l'histoire. On doit savoir pourquoi Mouzé a été tué. Tout à fait. Et on dira qu'il a été tué. Mais surtout aux élèves qui nous regardent aujourd'hui, on est incapable de leur dire exactement. Exactement, parce que la justice n'a pas fait très bien son travail, on n'a pas découvert aujourd'hui. C'est qui était l'auteur. Voilà, tout à fait. La justice n'a pas fait le travail, mais aussi nos différents dirigeants n'ont pas fait le travail, notamment le ministre chargé de la culture. Aujourd'hui, si on veut aider à nos enfants, à ceux qui viendront après nous à connaître l'histoire du pays, il faudra oublier un peu les histoires de Napoléon, de Diroka aussi. Ce sont des histoires qui n'ont jamais existé. Alors enseigner aux enfants l'histoire vraie de notre pays. Aux États-Unis d'Amérique, lorsque les enfants sont au niveau de la maternelle, la seule phrase qu'on accueille les enfants à l'école, c'est que les États-Unis, c'est le plus grand pays du monde. Lionel Ngolo, il y a une question qui se pose. Une frange de la population se demande, parce que l'entrée de l'AFDEL n'a pas été facile. Mouzé Laurent Désiré Kabila a été accompagné par les pays qui nous entourent. Il y a eu le Rwanda qui l'a accompagné, il y a eu l'Ouganda. Ce n'est pas cette manière d'agir, d'entrer, d'avoir l'accompagnement de ces pays voisins et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui notre armée subit ce qu'on appelle l'infiltration. Oui, en quelque sorte, mais je crois que nous avons nos experts évidemment sur ce plateau. C'est ça la question. Oui, absolument. Parce que nous allons la population estime que non, c'est lui qui a fait entrer, c'est lui qui est la cause de l'infiltration, même en armée, même... Je vais leur permettre à Maître Fanté de nous répondre, mais juste accentuer un petit peu sur quelque chose, puisque votre question est importante. Pour entrer et faire tomber Mobutu, puissant qu'il était à l'époque, il a peut-être dit besoin des mêmes. Oui, il a demandé, on lui a tendu la main. C'est ça aussi la cause aujourd'hui de ce que nous en dirons dans la partie est du pays. Souvenez-vous, je pense si la date m'échappe, je pense que ça doit être en 1964, si je ne m'abuse pas, lors de l'opération turquoise. À cette époque-là, il y avait le Premier ministre Léon Kengwadondo, qui était comme Premier ministre à l'époque de Mobutu. Et c'est à partir de là que la plus grande infiltration s'est survenue dans notre pays. Parce qu'on avait vu lors de l'entrée de soldats rwandais ou ougandais entrer dans notre territoire avec des armes lourdes, avec des tenues militaires du Rwanda et de l'Ouganda, ce qui ne se fait jamais dans un pays. Alors, cette infiltration n'a pas commencé seulement avec Mouzé. L'infiltration au Congo a commencé bien avant Mouzé. Mais ça s'est accentué avec l'opération turquoise. On a vu le président ougandais, le président rwandais envoyer les soldats au Congo pour dire que non, en fait on est en train de faire une répartition, une préparation
de militaires. Alors il fallait que le Congo puisse recevoir aussi certains militaires et certains ressortissants rwandais et ougandais. Question d'évacuer d'abord les territoires attaqués. C'est là où après ça, lorsqu'il y a une négociation, je pense que Léoté Mwadondo il est encore vivant avec nous, lorsqu'il y a une négociation pour que ces troupes-là puissent rentrer au Rwanda, il y a eu un sérieux problème. Ce qui a même poussé à Mouzé de rappeler à ces chefs d'État-là que notre négociation n'était pas de garder l'armée rwandaise au Congo. Alors, il y a eu un deal, ce sont des négociations politiques, bien sûr, ça se fait partout dans le monde. Oui. Vous venez, nous travaillons, vous nous aidez à libérer le pays, et après quoi, vous rentrez chez vous, vous avez votre gain d'expérience. Sans réévaluabilité, c'est ça aussi. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on souffre de cette infiltration qui n'a pas commencé avec Mouzé. Ce n'est pas Mouzé l'auteur de l'infiltration au Congo. Est-ce qu'un pays peut envoyer ses soldats, ses militaires, accompagner un président, donc il n'était pas encore président, oui. un prétendu, c'était un candidat pour avoir ce poste du président de la République sans pour autant attendre quelque chose de bien. En revanche. Moi, je pense que la réponse peut-être va sortir de ses côtés. Est-ce que ça peut se faire? Voilà. Parce que nous les connaissons bien que la politique joue sur les intérêts. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la cause de cette redevabilité vis-à-vis de nos voisins? Merci beaucoup, Jeff, pour cette question. Permettez-moi de m'étaler là-dessus. Vous avez tout le temps. Merci. Vous savez, déjà comme Maître Franklin l'a dit, l'infiltration, parler de l'infiltration, c'est encore fort. Vous savez que le Congo, le Rwanda avait presque Burundi, il avait presque même administration pendant les temps belges. Le colon nous avait mis dans le même sac. Les colons pouvaient, le Rwandais déjà entrer depuis le port colonial pour venir chercher la bonne main d'œuvre. Chez nous, on avait la bonne main d'œuvre et venir chercher du travail au Congo. Et là, nous ne parlerons pas de l'infiltration, nous parlerons des échanges entre États. À l'époque, déjà, le Rwanda entrait chez nous, pouvait rester. Et puis, quand le blanc nous laisse le pays, dans l'état qu'ils ont laissé le pays, la loi dit, c'est clair, que les Congolais, tout celui qui était au Congo avant 1960, et donc même les Rwandais qui faisaient le commerce, les Burundais qui faisaient le commerce au Congo, sont Congolais. Alors, le Congolais là, le Rwandais là, était déjà au Congo comme Congolais. Mais qu'est-ce que vous a apporté les graves? C'est la question. Là, tous les Rwandais là aujourd'hui sont considérés comme le personne amenée par Mouzé. Non, mais c'était là, depuis l'époque coloniale. Donc c'est une aberration. Et je peux au moins dire. Je peux dire qu'ils étaient là, mais de manière, ce n'était pas officiel. Voilà, absolument. Pas comment officiel, ils étaient venus chercher du travail. Ils travaillaient au Congo. Et puis on les a donné la nationalité de manière collective. Ils sont congolais, d'origine. Mais c'était grave à l'époque, ils ne réclamaient rien. Vous avez l'impression qu'ils réclament quelque chose. Non, ce n'est pas. De manière officielle. Je vais arriver là. Ce n'est pas qu'ils ont revendiqué, permettez, après Mouzé, parce qu'il y a eu la rébellion. Non. Au fur et à mesure qu'on reste longtemps sur un territoire, on peut réclamer ça avec le temps. Vous pensez qu'ils venaient d'entrer, et puis les Blancs sont partis. Quand les Blancs partent, nous avons Kassavoubou, qui arrive avec Mamné, et puis il est parti tôt. On trouve Mobutu. Mais vous savez, qui était le directeur du cabinet de Mobutu? Bisengemani. Quelle est son origine? Pourquoi vous parlez de Mouzé? C'est vrai, c'était rwandais. Mais c'est le des cabinets de Mobutu. Donc, non, j'arrive. Est-ce qu'avec Mouzé, il n'y a pas eu l'existence d'un famille à corps? Je vais arriver. Je vais tout simplement laver le mémoire de nos compatriotes qui pensent qu'il n'y a que Mouzé qui a amené des Rwandais et nous souffrons à cause de Mouzé. Parce que les gens parlent pas de Rwandais. On parle d'autres pays. Si nous commençons à tirer les ficelles de partout, nous n'aurons pas la cible. Parlons du Rwanda. Parce que souvent, même notre gouvernement décrit toujours le Rwanda. Il y a même des endroits où on les a baptisés du nom peut-être. Si vous partez à la commune de Lansélé, il y a Harare. C'est la capitale des Rwanda. Peut-être le Rwanda aujourd'hui, officiellement, il y a aussi d'autres pays qui je vais aller dans le sens vous voulez. On parle de tout le pays voisin. Tout le pays voisin. Oui, et les pays qui ont accompagné les présidents. J'arrive. Je voulais d'abord commencer par démontrer que les Rwandais n'ont pas envié ces pays aujourd'hui. C'est depuis l'époque coloniale,
Et le Belge voulait ça. On est d'accord avec vous. Ça, on est d'accord. Ils étaient déjà là. Et ces gens-là ont obtenu, ont acquis la nationalité congolaise d'origine, constitutionnellement prévue. Et donc, ne parlons pas de ces histoires-là avec aussi une légèreté ou à essayer d'indexer Kemouzé. Alors, je vais arriver là. Vous savez, je vous ai dit ça au début si vous m'aviez vraiment bien compris. Mouzé n'était pas d'abord l'initiateur de cette rébellion de la libération du Congo. C'était pas lui. Mouzé est intervenu après. C'est Kissa Sangando qui avait son plan. Vous savez, quand on hérite quelque chose, on ne reproduira pas exactement ce que l'auteur ou l'initiateur voulait produire. Vous savez, c'est ça le problème. Mouzé a pris cette rébellion comme une maison inachevée. Donc il a assuré qu'il y a la continuité de ces... Voilà, la continuité. Et là, ça a compliqué. Kissa Sangando avait son plan avec les alliés. On ne peut pas faire la rébellion tout en n'ayant pas les alliés d'autres pays. Ça, c'est impossible. On fait toujours la rébellion avec le soutien d'autres pays. Mais il faut que le deal que vous faites soit basé sur des accords que vous allez respecter. Absolument. Mais c'est là où on a l'impression qu'il est puisqu'il faut arriver au pouvoir. Moi, je ne donnerai jamais tort à Mouzé. Je vous dirai, je répète, moi, je ne donnerai pas tort à Mouzé. Mouzé a hérité quelque chose. Et il n'a pas reproduit exactement. Il a fait son temps. Maître, vous aider. Est-ce qu'en partie, l'héritage de Mouzé n'est pas aussi cette affaire-là? Voilà, avec tout ce qui nous arrive. Attendez. Il n'y est pour rien. Je ne suis pas de ceux-là qui se servent de l'histoire pour justifier l'incompétence. Jamais. Parce que l'histoire, c'est l'histoire. Pourquoi vous voulez tout nager dans l'histoire? On vous a laissé l'armée. Libérez-vous, Moussa fait quoi? Bon, est-ce qu'aujourd'hui, Moussa fait son temps? Si aujourd'hui vous avez des enfants qui vont commencer à plécher, papa n'a plus à Soma, papa n'a pas Moussa qui a eu. À Soma Teka qui. Je peux Soma Teka a eu. D'abord, moi, je parle là, c'est un débat, c'est pas Moussa a fait son temps. Moussa a fait son temps. Quel accord? Les accords se font, se défendent. Absolument. Vous allez me dire que parce que Moussa avait signé l'accord que vous allez donner peut-être au Goma. Hein? C'est ça pourquoi on nous fait la guerre. Vous n'avez pas l'armée pour repousser. Qui vous a dit que l'accord là on est forcément lié jusqu'à donner ça? Non, les accords se font et se défendent. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est qu'il arrive au pouvoir, il dit Kabila avait signé les accords, ça ne m'intéresse pas. Les accords là ne me servent à rien. J'ai l'armée, force. Puisque là on parle de Mouzé, moi je me mets à la place des élèves qui nous regardent à ce moment, qui veulent à savoir évidemment sur la vie de Mouzé. Permettez-nous quand même qu'on parle de cet héritage là. On a des problèmes, il n'y a pas que la libération, mais aussi tous ces problèmes qu'il a légués au pays. Maître Franklin, vous avez une réaction? Est-ce que vous soutenez la position de votre collègue? Donne-moi 3 secondes. Oui. 3 secondes. L'essence exacte de cette date. Cette date doit absolument demeurer comme une fête permanente et c'est la fête de la renaissance du Congo. En effet, c'est pas seulement sur le plan symbolique que le Zaïre à cette date était redevenu le Congo, que le drapeau vert avait disparu pour laisser la place au drapeau bleu, à l'étoile d'or avec ses 6 étoiles des provinces et que l'hymne national, le debout congolais, a repris droit de cité. Mais je pense qu'au-delà de cette mutation des symboles, c'était un peu un retour vers les grandes intuitions des années 60. On a parlé de la libération, de la liberté. C'est ce qui était le discours habituel des années 60. On a reparlé de l'indépendance politique, de l'indépendance économique. Et donc, on peut dire que nous avons vécu une espèce de réenfantement. Le 17 mai est la date de l'entrée de troupes de l'AFDEL à Kinshasa. Mais au-delà d'une simple entrée, cette date représente aussi la fin de la Deuxième République de Mobutu et le début d'une ère nouvelle dans l'histoire du Congo. Comment l'homme politique congolais perçoit-il cette date? Notre pays accède à l'indépendance le 30 juin 1960 et l'expérience démocratique, la première d'ailleurs que nous avons vécue dans ce pays, par des élections libres, démocratiques et transparentes, cette expérience a été mise en mal 2 mois seulement après l'indépendance, c'est-à-dire au mois de septembre. Les nationalistes à l'époque qui avaient gagné les élections, et sous l'égide de Patrice Lumumba, avaient été
chassés de la République démocratique du Congo avaient pris le chemin de l'exil. Et vous avez remarqué que l'opposition à l'intérieur du pays, malgré tous les efforts qui ont été entrepris, se sont heurtés à un mur important. C'est comment, effectivement, rendre efficace et même réel le processus de démocratisation. Là, il y avait un grand problème, d'où la nécessité d'un coup depuis l'extérieur. C'est pour ça que nous estimons que le 17 mai, sans nier le rôle joué par l'opposition interne, est la date déterminante qui nous a conduit aujourd'hui à la démocratisation que nous devons effectivement consolider. Je ne serai pas de ceux qui diraient que l'AFDEL ou Laurent Désiré Kabila n'avait pas de mérite. Il a donné une contribution importante dans la lutte pour la démocratisation et la libération du pays. Mais s'attribuer seul le mérite de cette renaissance, je crois que là, c'est oublier qu'il y a eu tout un parcours, il y a eu tout un processus. Parce qu'il ne faut pas oublier le combat de beaucoup de nos compatriotes des lumumbistes comme lui qui avait commencé depuis longtemps. Et surtout, cela avait travaillé une grande partie à l'intérieur, mais beaucoup à l'extérieur. Et il y a eu aussi le combat interne des syndicats, des personnalités. Et de façon particulière, il faut relever le combat de l'UDPS qui a voulu faire un combat à l'intérieur du pays. C'était quand même une page importante puisque cette phase de la lutte interne de l'UDPS, avec les relégations de M. Tshisekedi, de M. Kibasa, M. Kanana et tous les autres, a permis de réveiller les consciences dans les différents coins de la République. La machine du processus de transition était déjà en panne. Il n'y avait pas un autre moyen de mettre fin à la situation que la lutte armée. C'est pour cela que je pense que les processus étaient sans issue. Il fallait une autre armée, cette fois-ci une armée populaire, armer la population pour que le pays soit complètement libéré. Franck Diongo, qui va tenir un point de presse à l'hôtel Memling, sera arrêté jusque le 17 mai, où j'étais en prison au camp Tchatchi. Et là, je devrais moi-même être exécuté. Je vais vous dire un petit message, je vais vous rappeler un très mauvais souvenir. J'étais à l'époque asthmatique et le soir du 16, on m'amène des médicaments en prison parce qu'il n'y avait plus qu'une crise. Et les militaires de la DSP vont dire il faut rentrer avec les médicaments parce que nous allons l'achever la nuit. Que vous voulez donner des médicaments ou pas, il va mourir cette nuit. Et ma famille était rentrée avec les médicaments. Et la même nuit, lorsque le général Maï... Les hommages vont dans tous les sens à l'endroit de M. Laurent Désiré Kabila, décédé le 16 janvier 2001. Ça fait aujourd'hui 24 ans, pardon. On va tout à l'heure méditer, débattre sur l'héritage légué avec son slogan « Ne jamais trahir le Congo ». Toutes nos excuses pour cette interruption. Alors, on va cette fois-ci aborder l'héritage, le vrai héritage. Et en tout cas, pour ceux qui nous regardent, ça sera avec vous, Clédy Benda. Merci beaucoup Lionel Ngolo pour la parole. Je voudrais directement rappeler à l'opinion, rappeler aux téléspectateurs de FM Télévision qu'aujourd'hui c'est un plateau spécial consacré uniquement pour le 24 ans d'assassinat de Laurent Désiré et Kabila. C'est dans ces cadres que nous avons organisé ces plateaux spéciaux pour parler, analyser, accompagner de nos invités pour parler de ces jours. Pour les uns, c'est une triste réalité, pour les autres, un événement de joie pour festoyer, dire que non, c'est lui qui nous a apporté la liberté en République démocratique du Congo après quelques temps de la dictature de Mobutu. Je reviens à monsieur l'assistant Marshall pour dire que monsieur l'assistant, il y a un certain moment lorsque Mobutu et Laurent Désiré Kabila est entré, nous avons senti qu'il y avait eu certaines rigueurs, même dans l'habillement. Lorsqu'il y avait un cri sur un voleur, non, il y a un voleur, on le brûlait, on le tapait, il n'y avait pas vraiment ces genres de choses. Ce n'était plus remarquable qu'au temps de Mobutu. Est-ce, après l'entrée de l'AFDEL,
nous avons remarqué ça. On ne peut pas appliquer ces mêmes idées à nos jours pour au moins éradiquer le phénomène Kuluna que nous retrouvons aujourd'hui. C'est pourquoi on peut parler de la peine de mort. On peut appliquer ces mesures pour au moins éradiquer ces phénomènes qui gangrènent aujourd'hui sur le social des Congolais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour cette question, là, je répondrai comme juriste de formation sur la peine de mort, pour faire directement attaquer. Vous savez, d'abord, il y a certains de nos compatriotes qui veulent à tout prix imposer une réalité extérieure ou étrangère dans notre pays. Chez nous, si vous remarquez, si nous faisons l'étude des peines, vous verrez que la pénologie, c'était une discipline qui étudie les peines. Vous verrez que dans notre pays, les délinquants ont plus peur de la peine de mort que toute autre peine. Ça, vous allez le remarquer, que chez nous, quand vous envoyez quelqu'un en prison, il devient plus délinquant qu'avant. On dirait qu'il est renforcé. Et quand vous remarquez aujourd'hui, quand on parle de la peine de mort, quelques coups n'ont pas. Ils ont une parole, hein, donc, c'est une habitude. Il y en a là, il y a certains qui préfèrent aller en prison que rester en liberté. Mais si la prison commence à les tuer, les choses iront mieux. Alors, si je peux aider nos compatriotes à comprendre que cette histoire de la peine de mort n'est pas illégale, puisque les gens disent ça. Il va changer. Le droit de l'homme. Écoutez, pour comprendre le droit de l'homme, il faut faire une étude de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre plusieurs disciplines. Écoutez, je l'ai dit dans l'une de mes publications, si on tuait l'homme pour protéger l'homme, où serait le problème? Les droits de l'homme, c'est pour protéger l'homme. Mais l'homme est notre homme. Alors, pour protéger notre homme, on tue un autre homme. Il n'y a pas un problème. Parce que si on tuait un animal, si on tuait l'homme pour protéger un animal, il y aurait un problème. Le droit de l'homme est pour tout le monde. Et la légalité voudrait que toute personne soit traitée de la même manière. Protégée, gardée, tout ce qu'on peut dire de la même manière. Mais les autres tuent les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger les parties faibles. Protéger les parties faibles, c'est éliminer le parti fort. C'est simple. C'est ça la justice. Mais ceux qui pensent que les Kuluna, je leur ai posé la question. Vous qui disiez qu'on peut trouver d'autres solutions. Bon, on avait eu un fameux moratoire qui n'a jamais été palpable. C'est toujours des consensus politiques qui n'ont jamais été écrits. Qui parle de ça? Il y a plus de 20 ans que ce truc de moratoire a été signé, qu'on ne doit pas tuer. C'est bon. Et tout ce temps-là, les gens du droit de l'homme, quelle solution a-t-il trouvé pour protéger les populations victimes de barbarie de ces délinquants voyous? Rien. Et aujourd'hui, l'État prend la disposition de lever ce fameux moratoire pour exécuter la peine de mort qui, déjà, est légale. Il crie aux droits de l'homme. Écoutez, chaque pays doit s'occuper de ses oignons. Nous, chez nous, nous pensons que pour éradiquer ces voyous, il faut la peine de mort. Vous savez, ça m'a fait mal de voir qu'à Lemba, il y a le Kuluna qui ont coupé une personne et une main. Mais je dis que ces messieurs-là, j'ai vu rire, ça me fait pleurer. J'ai eu tous les sentiments confondus en moi. Ils l'ont rendu inapte. Voilà. C'est très triste. C'est très triste. Et ces gens comme ça, vous voulez que nous puissions le protéger, les rééduquer? Non. La peine a aussi une fonction pour le juriste éliminatrice. C'est-à-dire la peine, au-delà d'une fonction préventive, d'une fonction... Il y a aussi une fonction éliminatrice. C'est-à-dire on peut éliminer les délinquants pour éradiquer le phénomène. C'est-à-dire chez nous... S'il vous plaît, je pouvais directement poser cette question à Maître Franklin. Maître Franklin, nous avons suivi avec vous le verdict qui a été prononcé. C'était avant-hier à Lemba, qui a donné la condamnation à... Le monsieur, il s'appelait comment? Issa. Voilà. Si c'est beaucoup Mundolo, si c'est beaucoup Mundolo. Il a été arrêté sous un autre nom, on lui dit, il s'appelle Issa. On l'appelle Jefté, on l'a arrêté par les dons de Jefté, et lui il s'appelle Issa. Et maintenant, comment vous avez trouvé cette procédure de justice? La procédure était biaisée ou elle était normative? Alors, merci. Je pense que nul ne peut être condamné pour les faits qu'une personne a commis. Mais qu'on arrête sous le nom de Issa. Et de Jefté plutôt. En pleine procédure, il dit qu'il s'appelle Issa.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer avec cette procédure ou il faut d'abord arrêter pour essayer de chercher s'il s'appelait Issa ou il s'appelait Jephté? Je pense que ce travail-là, si la justice... D'ailleurs, comme la justice est arrivée à se prononcer là-dessus, c'est que la justice a fait un travail sur son identité. Parce que en droit, lorsque vous allez pour arrêter Patrick Iyongo et que vous trouvez Shadrach Iyongo, vous ne pouvez pas procéder par l'arrestation parce que ce n'est pas la même personne qui est consignée dans votre citation. Parce que lorsque vous allez pour arrêter une personne, pour juger une personne, il faut savoir que la justice ou le ministère public, lorsqu'il saisit dans son réquisitoire ou dans son PV, alors la justice elle saisit d'abord une personne âme. Ça veut dire que on saisit la personne qui est qui est inclus dans la citation de l'organe poursuivant. Alors, aujourd'hui, puisque la question m'est posée, est-ce que la procédure est biaisée? On a l'impression que la justice était limitée. Parce que le monsieur parle de son arrestation à 19h, alors que la partie civile parle de 18h. On parle, donc, je ne sais pas. Alors, je pense que la procédure pénale tourne autour de l'instruction en fait de faire ressortir la vérité. Alors aujourd'hui, je pense que pour affirmer réellement si la procédure a été biaisée ou pas, il faudra avoir le contenu de la décision. Et moi je pense qu'une justice comme la nôtre là, elle ne peut pas aujourd'hui rendre justice sur des faits qui n'a pas la maîtrise. Le monsieur qui a été arrêté, s'il s'appelait Jephté, et qu'après on se rend compte qu'il s'appelle Issa, que c'est lui qui a commis les faits, on ne peut pas exclure la justice à pouvoir lui appliquer Nous pouvons dire que la décision était influencée par la présence du ministre de la Justice et les représentants de la police. Attention, le ministre de la Justice ne peut pas influencer la décision de la justice. La personnalité aussi peut influencer la décision de... Aucun pouvoir, aucune autorité ne peut influencer la décision de la justice. Ça c'est ce qu'il faut maîtriser. Mais seulement, puisqu'il faut aussi dire la vérité, mais seulement, ça c'est la pratique. Mais théoriquement, on a toujours vu certaines autorités qui, parce qu'ils occupent certains postes, s'ingérer dans les décisions de la justice. De la justice. On est en train de dire aujourd'hui que la condamnation, l'arrestation de tous ces délinquants-là ne respecte pas le droit de l'homme et ainsi de suite. Et moi, je pense que si aujourd'hui nous avons un délinquant qui tue une personne à Kinshasa et qui s'en va vers le Congo central, qui arrive au Congo central et qui tue une autre personne qui s'en va à Kikwit. Et à Kikwit, il tue une autre personne, on lui arrête. D'accord? Ça fait, juste pour lui, ça fait trois personnes, 3 vies qu'il aurait retranchées dans la société. Et si on lui tuait, lorsqu'il a tué une personne à Kinshasa, qu'on arrive aussi à lui tuer, on aurait combien d'âmes perdues? C'est qu'on aurait 2. Voilà. À ce moment-là, on aurait néanmoins évité à la société de continuer avec un délinquant qui peut continuer à tuer. Donc vous vous rendez compte que même le droit de l'homme aujourd'hui qu'on est en train d'évoquer, c'est parce que les gens ne font pas en fait une lecture approfondie sur ces droits de l'homme. J'avais une question, pardon, peut-être ça peut aider beaucoup qui aspirent en carrière de juriste aussi, qui nous regardent. On arrête Patrick par exemple. Et il est exécuté avec la peine de mort. On se rend compte que ce n'était pas lui le coupable. Est-ce que telle erreur est réparable en justice? Exactement. Telle erreur est réparable en justice. Écoutez, souvenez-vous de la décision de condamner le prophète Kimbangu. Alors, lorsqu'on condamne quelqu'un et qu'après on se rend compte que la personne qu'on a eu à condamner n'était pas elle qui avait commis ces faits-là, ces là, et bien on lave sa mémoire. Parce que c'est pourquoi il y a des fois des recours de révision. On lave sa mémoire. Mais il ne sera pas ressuscité. Voilà, c'est ça. Néanmoins, il ne sera pas ressuscité. Néanmoins, sur le plan civil, il y aura des dommages. Il y aura des intérêts qui vont se poursuivre. Et donc, c'est pourquoi on a toujours dit que la justice humaine n'est pas la justice des dieux. Vous voyez? Donc, on peut condamner une personne par erreur. Et après, on se rend compte que ce n'était pas elle
qui a eu à commettre quoi, le meurtre par exemple. Et donc on lave la personne, on procède par les dommages et intérêts. Il ne faut pas s'en vouloir totalement à la justice, mais il se pourra toujours aussi demander à la justice, lorsqu'elle veut se prononcer, de se rassurer réellement que la décision que nous sommes en train de prononcer n'est pas influencée par n'importe quel. Merci beaucoup. Condamné en présence des officiers, en présence de la population de Lemba, et on lui accorde 5 jours. On lui a accordé 5 jours, Issa, pour un recours. Et s'il arrivait que le recours était introduit et que on reconnaît en lui son innocence, Maître Marshall, quelle sera votre position? Quelle sera la réponse de la justice congolaise, parce qu'il a été condamné en présence de tout le monde? Maître Marshall, en 2 minutes, puisqu'on est en train d'atterrir. Ok, merci beaucoup. Je serai trop rapide comme vous le souhaitez. Le maître Franklin l'a dit qu'il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours extraordinaires. Il y a la révision, on peut tout revoir, même si la personne est déjà condamnée. Mais moi, je ne suis pas... Vous savez, cette question de la peine de mort est plus... on doit plus la voir dans l'essence sociétal, dans les réactions sociétales. Remarquez, quand la peine a été prononcée, tout le monde a crié comme si Réal venait de marquer. Oui. Ça, c'est un bon. C'est-à-dire... Ah non, cette équipe-là gagne par hasard. Ça, c'est notre débat. C'est ce que je vous dis. Donc, la réaction sociale. Vous savez, l'État est là pour assurer l'équilibre dans la société. Autant de Jésus aussi, les gens avaient crié, crucifiez-les, après, les gens se sont rendus compte qu'il était innocent. Non, mais vous parlez vous comprenez, Jésus est un Koulouna ici, que nous connaissons. Non, Jésus, mais vous savez que d'autres personnes ne croient pas en cette histoire de Jésus. Donc évitons les choses. Parlons de la réalité. Parlons de la réalité. Ça peut être une fiction. Personne n'était. Alors, pour ce qui est du Koulouna, la réaction sociale joue un grand rôle dans la justice. Que veut le peuple? Vous voulez dire que la réaction sociale peut influencer l'adhésion? Mais c'est ça. Mais nous, c'est quoi le but poursuivi par la justice? C'est la tranquillité et la paix sociale. Mais si je suis en paix sans ce type, si nous, la population, nous sommes en paix sans lui, alors, s'il arrivait que c'est le recours introduit et que le monsieur est innocent. Oui, je sais. Ça, c'est techniquement, nous savons qu'il y aura la réparation, dommages et intérêts. Néanmoins, je sais qu'il n'y en aura pas. Il sera libéré. Je sais qu'il n'y en aura pas. J'ai vu, vous avez posé à Maître Franklin la question sur GFT, sur... Écoutez. Il sera libéré. La question, c'est de se poser. Il sera libéré, bien sûr. La question de se poser, est-ce que c'est toi l'auteur du crime ou pas? Les Koulouna prennent beaucoup de noms. Il y a des capitaines, il y a des généraux, il y a des maréchals, il y a des... Mais quelque part, c'est le cas congolais, on ne sait pas confirmer l'identité de tel citoyen. Voilà, ça que nous entrons, on l'appelle ici, on a le nom de... Ailleurs, si on t'arrête, on peut facilement identifier avec des empreintes. C'est vous, voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, de par les enquêtes, je suis sûr que les personnes qui ont fait... Moi, actuellement, j'ai trop confiance en la justice congolaise. Et ça... Que le chef de l'État traite des malades. Mais c'est ça, nous sommes en train de guérir. La justice congolaise. Ça, ce sont de débuts. Je sais que ça sera encore pur et que la justice fera mieux son travail. Vous savez, quand on est malade, on se fait soigner. C'est ça même le produit qui sont administrés. Avec la peine de mort. Le monsieur, la question qu'on lui pose, la bonne alors, c'est toi les délinquants ou pas? D'abord, tu es Koulouna ou pas? Je suis Koulouna. C'est d'abord, tu es un criminel. Parce qu'on sait que les criminels, les Koulouna en soi, ce n'est pas une infraction. Hein. Ça, on doit préciser. C'est un phénomène social. Les actes, ce n'est pas prévu par les codes pénals. Dans notre principe, nous, le crime, nous, pour la signaler. Néanmoins, les actes posés par les Koulouna sont les actes criminels. Voilà. Donc, celui qui dit Koulouna voit plusieurs actes criminels dans lui. Vous savez, c'est très grave, même plus que même des crimes. C'est plus dans vous-même. C'est-à-dire quand on dit qu'on identifie cause et blessure, meurtre, vol, extorsion, beaucoup de choses dans un humain. Vous comprenez? C'est-à-dire ce n'est pas la question de poser tu es GFT ou tu es qui ça. Monsieur, tu es Koulouna, oui. C'est toi qui avais participé. Les choses désert là, non. Quand une enquête est bien faite, pourquoi il est seulement lui qui a été arrêté? Pourquoi on dit que c'est lui? Non. Donc, la justice fait bien son travail actuellement et toutes les mesures sont mises en place
pour traquer tous ces Koulouna-là. Et nous n'aurons pas pitié de lui. Et nous, la personne, nous sommes fiers de la justice congolaise. Et si la justice estimait après que le monsieur est innocent, bon, on les libère. Merci beaucoup. J'espère qu'on va revenir dans les sujets. Merci, cher maître, pour ces belles expressions. Mais je voulais émettre un point de vue ici. Si le public doit influencer dans la décision du juge, moi je pense que ce n'est pas parce que le public en a marre de ce Koulouna, mais c'est parce que le public reconnaît tel Koulouna a commis tel crime. Je crois que ça doit être vu comme ça et ça sera très, très important. Et aussi un autre point Kennedy. Oui, on ne dira pas que la justice est en train de se guérir parce que là, on tape de Koulouna. Il faut aussi traiter ceux qui bouffent l'argent du pays sans rendre des comptes. Absolument. On attend aussi la justice de ces côtés-là. C'est très important. S'il vous plaît. Souvent quand nous disons ça, moi je n'aime pas ces expressions-là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une manière de prendre cette question des Koulouna avec une légèreté. Je sais que les Koulouna en cravate font ce pur et c'est dangereux. Mais vous savez, et là nous tuons peut-être à petit, mais nous tuons directement. Hein. Vous savez, quand on vole l'argent, les biens c'est les biens. Oui. Mais Koulouna après on ne dit pas ça pour justifier le Koulouna. On est d'accord avec vous, vos conclusions tendent toujours à... Vous savez, quand on parle des mais, on contredit la première proposition. C'est-à-dire, moi, c'est pourquoi je n'aime pas ça. C'est une manière de les encourager d'une part. Que comme vous nous traquez, et pourquoi vous laissez les autres? Non, on les encourage, les biens, mais qui ne s'arrête pas là. Allez jusqu'au bout parce que l'argent là contre bien évidemment. C'est pourquoi j'ai dit nous demandons. Merci. Ça dit c'est pour réformer la question que nous devons traquer les Koulouna et demander à l'État c'est mieux. Mais non, moi je n'aime pas les mains parce que les mains vont continuer la proposition. Merci beaucoup. On doit les traquer. Alors on rappelle qu'on poursuit ce plateau spécial consacré au 24e anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila puisqu'on est en train de terminer. Revenons sur l'héritage pour conclure complètement cette première partie. Je vous annonce qu'il y a une seconde partie de l'émission avec Fifi Kalumbwe et Apollinaire Kassonga. Mettre sur l'héritage. Je voudrais aussi lui questionner concernant l'héritage. Nous allons parler de ces slogans. Ne jamais trahir la République démocratique, les Congo. Donc, Maître Franklin, est-ce que nous pouvons dire que ces slogans, cette expression reflète ou soit prend le corps aujourd'hui par la réaction du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne veut pas négocier avec le M23. Alors merci, vous allez me permettre de prendre juste 5 secondes allez-y. Voilà, pour essayer d'éclairer la population. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis de ces gens-là, de cette doctrine qui pense que le plus grand Koulouna, c'est celui qui détourne 5 millions qui permettront à la construction d'une école, par exemple. Parce que c'est lui qui détourne 5 millions tue toute une génération. Parce que si on construit aujourd'hui une école, ça veut dire qu'on aurait peut-être 5000 enfants instruits et qui ne pourront pas détourner demain. Donc si aujourd'hui on doit appliquer la peine de mort, qu'on l'applique fortement. Merci beaucoup, maître. Donc ça c'était un point. Ça fait plaisir. Alors, sur l'héritage de Mouzé, je le disais tout au début de mon élocution que moi ça me fait mal aujourd'hui parce que cet héritage dans notre société n'est pas accueilli tel qu'il devrait en fait être reçu dans notre société. Nous avons nos enfants, nous-mêmes là qui sont en train de parler maintenant là, nous ne connaissons pas réellement la vraie histoire de Mouzé. Pourquoi? Parce que l'État a failli sur tout le plan. À l'époque de Mouzé, lorsqu'il entre au pouvoir, une année après, personne n'est fumé en public. Et ça aussi, c'est une façon de ne pas trahir le Congo. À l'époque de Mouzé, lorsqu'il est entré, c'était difficile de voir certaines pratiques qu'on est en train de voir dans... C'est la dépravation. Voilà. Alors, pourquoi ne pas documenter? Pourquoi ne pas enseigner? Pourquoi ne pas en faire une priorité pour nos dirigeants qui viennent? Les faits Étienne Tshisekedi qui a aussi participé avec son slogan, bien que c'est un slogan, si on reste dans leur sphère de parti politique, celui du peuple d'abord. Alors ça va dans le même sens que l'héritage de Mouzé, parce qu'aujourd'hui on parle de Mouzé. Moi je pense que si aujourd'hui on doit honorer la mémoire de Mouzé, il faudra qu'on puisse
c'est dire aujourd'hui que dans nos programmes scolaires, et que l'on arrive à enseigner aux enfants qui était Mouzé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il voulait faire du Congo. Comme ça, néanmoins, les enfants seront capables de dire que là, Mouzé a voulu faire ça, il n'a pas pu réaliser parce qu'il y a eu ça. C'est comme ça qu'on arrive. Le président de la République maintenant concrétise cette parole, ces slogans du président, l'ancien président. Je ne pense pas. Je vais répondre avec deux volets. D'abord, c'est qu'on ne négocie pas avec le rebelle. Ça, c'est la première question. Et le président de la République, si je sais qu'il nous suit, même à travers ses conseillers, on ne négocie jamais avec le rebelle. Parce qu'il y a un droit international humanitaire. Sachez que lorsque vous êtes agressé, vous avez le droit de répliquer. La légitime défense. On ne peut pas se dire aujourd'hui que le Rwanda nous agresse et donc on doit aller négocier avec le Rwanda. Non, le Rwanda nous agresse, agressons aussi le Rwanda. Voilà. Il ne faut pas négocier avec le rebelle. Ça, c'est un point très important. Le président Tshisekedi aujourd'hui, ce qu'il est en train aussi de concrétiser, l'héritage que Mouzé nous a légué, je ne pense pas. Pourquoi je l'ai dit? J'ai une justification à moi. Et c'est un point de vue qui me tient compte de ma conviction. Allez-y. Comment on peut rester dans un pays agressé par le Rwanda et conserver son ambassade dans notre pays? Néanmoins, si je n'ai pas une information vraie, je sais que l'ambassade du Rwanda est au Congo, en train de fonctionner. Qui nous agresse, c'est le Rwanda. Alors, il faut couper totalement les relations diplomatiques avec le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui nous agresse. Alors que notre ambassadeur a été rappelé. Si vous ne le faites pas, vous trahissez le Congo. Et Mouzé a dit ne jamais trahir le Congo. Voilà. Il faut couper les relations avec le Rwanda, chasser le Rwanda et attaquer aussi le Rwanda. Il ne faut pas aller des négociations. On a vu une humiliation, même si on ne veut pas le dire, au niveau de l'Angola, où Kagame a dit franchement, j'en ai marre de participer des négociations et je n'irai pas. Et je n'irai pas. Ça, c'est une honte et un échec grave pour la République démocratique du Congo sur le plan relationnel et diplomatique d'ailleurs. C'est difficile de vous prendre la parole parce que c'est touchant ce que vous dites, mais c'est important ce que Maître Fantin dit. Il faut enseigner Mouzé à l'école parce que moi, il y a un témoignage. Vous le savez, vous n'avez pas l'idée de ce qu'on enseigne nos enfants en Belgique sur nos héros nationaux. Vous n'avez pas la moindre idée. Et nos enfants qui étudient en Belgique n'ont pas l'image de Lumumba, la même image que nous avons de nos héros. Donc ça dit, pour nous, on doit commencer à enseigner autre. Voilà, là-bas, on démontre aux enfants que Lumumba, c'est lui qui a trahi tout ça. Donc nous, on doit aussi enseigner cela. Puisqu'on est vraiment en train de terminer, on doit laisser la place à la seconde partie de l'émission. Maître Marshall, en conclusion, on est sur l'héritage, mais il n'y a pas que tout ce que Kennedy a dit tout à l'heure, mais il y a aussi l'héritage politique. Mais le mieux à faire, c'est de le pérenniser, évidemment. Oui, merci. Je vais mettre Franklin m'attaquer Sangan et je ne peux pas laisser passer. Vous savez, je prends 3 secondes. Je prends 3 secondes. Écoutez, nous savons que l'eau existe. Nous avons des pompes, nous avons des forages, mais certaines personnes sortent sans se laver. C'est pour vous dire que même si on aura 10 000 écoles, il y a de ces enfants-là qui ne voudront pas étudier. Donc, même dans des pays développés, il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a des Koulouna qui n'aiment pas étudier. Étudier d'abord, c'est une volonté. C'est-à-dire vouloir nous faire croire que l'argent qu'on détourne, on devrait construire des écoles pour que les enfants étudient et qu'ils ne puissent pas commettre des dégâts, c'est une aberration. Parce que étudier, c'est une volonté d'abord. Ne me dites pas que ces enfants-là qui sont devenus des Koulouna aujourd'hui étaient partis à l'école, on les achète qu'il n'y a pas de place. Donc ça ne justifie pas ça. Et je ne soutiens pas le détournement. J'ai été d'ailleurs pour qu'on revienne à la confiscation générale des biens. Ce sera d'ailleurs une réponse au-delà de la peine de mort. La personne qui détourne l'argent de l'État, vous confisquez tous ses biens. Au-delà de l'arrêté, vous confisquez tous ses biens. Il n'y a pas une sanction qui frappe fort comme la confiscation générale des biens. Si on vous laisse pauvre, les autres se serviront d'exemple. Donc je pense qu'il faut remettre la confiscation générale comme des peines supplémentaires ou complémentaires. Alors en conclusion, c'est que le cas de l'Est, puisque c'est ça la suite logique, il avait trahir les Congo. Les cas de l'Est. Maître Franklin dit qu'on doit à tout prix attaquer le Rwanda, on doit fermer son ambassade, on doit. Mais vous savez que la rébellion à l'Est est une rébellion compliquée. On indexe le Rwanda qui soutient. C'est ça? Le Rwanda soutient.
En d'autres termes, ce n'est pas le Rwanda qui fait la rébellion. Directement. Donc, ce sont nos frères. Nanga, c'est un Congolais. Bissi, moi, c'est un Congolais. Makenga, c'est un Congolais. Guilingoma, c'est un Congolais. Fidèle, un ancien membre de l'IDPS. Ce qu'on entend dire. Et donc, une telle rébellion, on la résout ou on la termine avec beaucoup d'intelligence. Voyez-vous? Beaucoup d'intelligence. Ce sont nos frères qui font la rébellion. Pourquoi ils font la rébellion? Voilà pourquoi en droit international, on privilégie d'abord les dialogues. L'arrangement à l'amiable. Vous comprenez? Il y a en droit, nous avons toujours l'habitude de dire que vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. La guerre n'est pas bonne. Dans tous ses sens. La guerre, si on est en guerre, nous ne nous retrouverons pas ici. Et si nous sommes en guerre, je vous dis, au-delà de mourir des armes, la fin en soi. Je suis parmi les gens qui ont vécu au Kassai pendant Kamunasa. Je sais quand même un petit sens de la guerre. C'est-à-dire, déclencher la guerre, attaquer le Rwanda, alors que le commanditaire de troupes armées de la rébellion sont vos vrais Congolais que vous connaissez. Il était même président de la CENI, qui a proclamé le chef de l'État en place. Maître Marchand, je peux ajouter quelque chose. Si on peut chercher des vases et moyens pour éradiquer ces phénomènes, pour mettre terme à cette guerre, nous pouvons aussi citer les changements ou la révision de la Constitution. Le changement ou la révision de la Constitution est un mécanisme juridique qui n'a rien à voir avec la guerre. Qui n'a rien à voir. C'est juste l'évolution de la loi. Autant la société évolue, autant la loi peut évoluer. Dès lors que vous parlez du changement, c'est que ça existe, c'est qu'on peut changer. Dès lors que vous parlez de la révision, c'est que la révision existe, c'est qu'on peut changer. Il y a un principe en droit, on dit ubi societa sibius. Là où il y a la société, il y a les droits. Et donc, autant la société évolue, autant les droits évoluent. Il y a les besoins, on comprend, mais est-ce que c'est une urgence? Mais qui doit constater l'urgence? Vous et moi? Non, c'est lui qui dirige. C'est-à-dire l'urgence ne peut pas être constatée par un opposant. Un opposant connaît quoi de vrai? Est-ce qu'il est au pouvoir? Est-ce qu'il gère? Vous savez, c'est vous le papa de la maison qui dites que ma maison soigne telle place, mon enfant est malade, mes enfants doivent payer leurs frais académiques et scolaires. Je sais combien ça fait mal. Alors, donc, actuellement, on ne va pas acheter les habits pendant qu'il y a des gens malades à la maison, maître. On ne doit pas acheter quoi? On ne va pas acheter les habits pour faire la fête pendant qu'il y a des gens qui sont malades à la maison. Qui doit connaître que les gens sont malades à la maison? C'est les papas. Le voisin? Les papas, je suis d'accord avec vous. Maintenant, là, vous ignorez que nous avons la famine en nous. En période de guerre aussi, de la partie est. Quelle est la relation entre la révision et la famine? Mais puisque nous sommes en famine, nous avons la faim, nous allons nous battre. Malheureusement, on n'entrera pas dans ce Non, un militaire affamé et va en guerre, va tirer contre l'ennemi. J'ai dit la relation entre la révision et la Constitution et tout ce que vous dites. Quel est le lien Bon, allez, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire, ça c'est comme du sport juridique. L'évolution des textes. Voilà. Ça n'a rien à foutre avec la guerre. Il n'y a pas urgence, donc on ne peut pas le faire. Mais pour ce que j'ai dit, qui constate l'urgence? C'est le chef de l'État qui dit que c'est urgent. Ce n'est pas à vous de constater l'urgence. C'est le chef de l'État qui constate l'urgence. L'opposition, même l'article 218, qui prévoit les personnes qui peuvent initier la révision constitutionnelle. L'opposition n'est pas citée là. Alors, de quel droit l'opposition s'étale? Pour être équitable, j'accorde 30 secondes à Maître Franklin sur la révision changement constitutionnel. Votre point de vue et on termine par là. Merci. Retenez ici que toute révision est révisable. Toute révision de toute constitution plutôt est révisable. Et maintenant, quand est-ce qu'on procède par la révision constitutionnelle? C'est lorsque vous vous rendez compte que le climat est bon. Et le Congo baigne dans beaucoup de situations aujourd'hui, notamment l'insécurité, il y a la famine, il y a le manque d'emploi pour la jeunesse, et ainsi de suite. Alors, cette révision de la Constitution là devrait être fondée sur des questions fondamentales. Et ces questions fondamentales, est-ce que aujourd'hui, si on procède par la révision constitutionnelle de tel article, cela va permettre à résoudre l'insécurité à l'Est? Cela va-t-il permettre à ce que la jeunesse aujourd'hui puisse se retrouver? C'est comme ça qu'on arrive à raisonner et c'est comme ça qu'on apporte des réformes. On n'apporte pas des réformes constitutionnelles parce qu'on a besoin de faire plaire à une personne. C'est déplorable aujourd'hui, à chaque fois
quand un président de la République entre au pouvoir et qu'il arrive au soir de son mandat, on commence à procéder par des histoires de révisions constitutionnelles, des changements constitutionnels. D'ailleurs, ces changements n'est pas prévu par la Constitution et je pense que la plus grande folie que le régime doit éviter aujourd'hui, c'est de procéder par le changement. Parce que si on procède aujourd'hui par le changement de la Constitution, c'est qu'on va encore remettre le Congo à zéro. Parce que lorsqu'on change, c'est qu'on remet le compteur à zéro, il faudra faire un travail sur une nouvelle constitution, faire adapter de nouvelles lois sur cette constitution, et entre-temps, le Congo souffre à l'Est. L'ennemi peut profiter de cette activité-là. Merci beaucoup, Maître Fantley, pour vos conclusions. Merci également pour Maître Marshall. Nous serons obligés d'être à l'antenne. On va vous chercher très prochainement. On va poursuivre ces débats à loin et à large. Merci, Kennedy Benda. Je ne sais pas, en conclusion, vous avez un mot? Non, je n'ai pas un mot. J'ai juste vous remercier pour cette opportunité et de partager l'antenne avec nous. Allez, l'édition spéciale consacrée au 24e anniversaire de Laurent Désiré Kabila se poursuit sur nos antennes, mais également sur notre chaîne YouTube. Restez avec nous. Avril, le président Mobutu prononce son discours, multipartisme, et puis multipartisme à 3, et puis conférence nationale souveraine, et puis de transition en transition. Donc ça durait depuis. Il y a un désordre qui s'installait dans le pays au niveau de la gestion politique. Et donc il fallait progressivement commencer à remettre de l'ordre. Et je crois que cette vision de pouvoir d'abord mettre un arrêt, c'était dans la perspective de remettre de l'ordre. Et d'ailleurs, il avait dit, et la preuve en est que très rapidement, dans
les semaines qui vont suivre, il va commencer à organiser des consultations avec les acteurs politiques congolais pour justement commencer à scruter toutes ces questions politiques. Il est vrai que durant les années 90, avant le 17 mai 97, il y a eu, n'est-ce pas, des luttes au niveau interne qui ont contribué à affaiblir sérieusement, n'est-ce pas, le pouvoir dictatorial dont plus personne ne voulait. Mais c'est le 17 mai 1997 qu'on a eu raison de cette dictature. Tout ce qui s'est passé avant, c'était des compromissions, des négociations, des discussions inutiles, n'est-ce pas, des débats, toutes sortes, on a connu toutes sortes de choses, mais c'est le 17 mai qu'on a mis fin au régime de la Deuxième République. Les hommes politiques congolais ont parlé de la signification de la date du 7 mai. Voyons maintenant comment cette date est-elle perçue par la population congolaise. La population de Kinshasa a été fortement marquée par la personnalité et l'action de feu Musée Laurent Désiré Kabila. Les souvenirs est encore vivaces. L'homme de la rue et la femme de la rue n'ont pratiquement rien oublié. C'est la date où Musée Laurent Désiré Kabila nous a libérés de la dictature de M. Mobutu. C'était une journée de libération, une journée de joie que toute la population de Kinshasa et partout en RDC, nous avons célébré bien cette journée-là parce que ça nous a enlevés dans la dictature que personne d'autre ne pouvait le faire. Musée Laurent Désiré Kabila, c'est une personnalité c'est vraiment une personne qui voulait l'intérêt de la population congolaise et il nous a même donné un héritage qui est la démocratie, puisque la date du 7 mai, c'est la date qu'il a pu donner au peuple congolais la libération face à la dictature de Mobutu. Dès l'entrée de l'AFDEL avec Kabila Papa, il y a eu vraiment la démocratie et on a tous été libérés. Je pense que cette date doit être vraiment commémorée par tous et l'actuel président Joseph Kabila doit vraiment prendre cette date en valeur. C'est une date qui doit vraiment être considérée parce que tout le monde a été content de cette libération. Dans son entrée, il a construit le boulevard triomphal. Il y a eu vraiment un sérieux problème de mentalité dans ces pays. En guise d'illustration, déjà dans les taxi-bus, on n'était pas à notre aise. Mais maintenant, quand on est à bord d'un taxi-bus, c'est tout le monde qui est à son aise. Et même à bord d'un taxi, au lieu d'être 4 personnes derrière, il y a 3 personnes derrière et 1 personne devant. Et sur le plan sécuritaire, à l'époque, on ne faisait pas nos achats à notre aise comme ça. Je viens de faire les achats, mais je vais avec toutes mes marchandises à l'aise à la maison. Musée Kabila, azaki nationaliste, asalebso, nini, service national et daki biso, papa bazwaki misala, bana bazwaki misala, biloko ekotaki ebele na mboka. En plus de cela, tozaki nde na kimia, tranquillité, tracasserie ezalaki susu te, bamiyibi bazalaki susu te, tozaki kotambola na paix na kimia. Merci na papa Kabila na oyo asalaki nyonso. Yango lelo pe mwana tosala biso misala zokomona lokumu na tata, lokumu pe na mwana. Le vocable renaissance présuppose la mort, la disparition, l'affaiblissement de l'être ancien, suivi de la naissance, de la restauration et d'une vie nouvelle pour l'être nouveau. L'être ancien, c'est le Zaïre, et l'être nouveau, c'est la République démocratique du Congo. Le 17 mai, c'est le jour de la libération, de la renaissance, de la démocratisation véritable. À l'arrivée de l'AFDEL au pouvoir en 1997, son chef, Musée Laurent Désiré Kabila, avait affiché beaucoup d'ambition, ce qui lui a valu l'admiration du peuple qui en avait assez avec l'ancien système. Le président Laurent Désiré Kabila avait, dans son discours de investiture du 29 mai 1997, annoncé des objectifs ambitieux. Parmi ses priorités, il avait ciblé la restauration de l'appareil de l'État, la réhabilitation des infrastructures sociales et économiques, l'augmentation de la production agricole, la fin du chômage et la restauration de l'armée nationale. Musée Laurent Désiré Kabila voulait faire de l'armée congolaise une